que les Chinois démentent, eux, fournir de l'équipement militaire aux Russes. Et pourtant, on le sait, des drones chinois, 100% chinois, ont été utilisés par les Russes. Ils sont bien présents en Ukraine. Alors, pourquoi continuer à démentir tout cela ? C'est absurde. Enfin, on voit bien. Les Chinois tiennent beaucoup à leur position d'arbitre, leur narratif d'arbitre, qui a été mis à mal il y a quelques semaines, quand dans une réunion apparemment à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères aurait dit « Nous ne pouvons pas accepter que la Russie perde la guerre ». C'est la première fois qu'une remarque de ce genre sort dans le public, et donc révélant ce que vous suggérez, c'est-à-dire qu'en réalité, il joue un double jeu, mais il le joue dans tous les domaines. On ne sait pas, par exemple, qu'il y a des entreprises minières chinoises, au moins 5, qui travaillent dans les territoires occupés d'Ukraine et qui commencent à travailler là-bas, dans les zones que les Russes ont libérées, comme ils disent, depuis 2022. Donc la coopération est extraordinairement étroite, et elle ne va pas... D'ailleurs, le grand échec géopolitique de Trump, il voulait séparer la Russie de la Chine, comme voulait Kissinger, c'est complètement raté, quoi. Oui, il ne peut pas le faire. Pourquoi est-ce que les Chinois, ont autant besoin des Russes aujourd'hui ? On a l'impression qu'ils jouent un double jeu, ils entretiennent cette guerre, d'une certaine manière, ce qui affaiblit Moscou sur le moyen long terme, et en même temps, ils permettent à la Russie de continuer à la mener, cette guerre, et à entretenir leur puissance. Alors ils affichent une position, en réalité, une position de neutralité. Ils n'ont pas souhaité cette guerre. La priorité des Chinois, c'est plutôt les échanges économiques, et ça les perturbe. Mais à partir du moment où Poutine a lancé cette guerre, il ne peut pas s'en désolidariser, tout simplement parce qu'ils ont le même ennemi, qui est les États-Unis. Je ne sais pas si un jour la Chine interviendra à Taïwan ou pas, mais elle attendra un peu un retour d'ascenseur de la Russie. Donc c'est pour ça que ces deux pays donc c'est une guerre finalement entre la Chine et les États-Unis qui se joue par procuration. D'abord, il y a quand même une coalition, je pense aussi des illibéraux, parce que le modèle chinois-russe, ils estiment que c'est un modèle alternatif qu'ils vont pouvoir imposer au monde, et que c'est pas le modèle occidental. Le modèle occidental a vécu, il est décadent, et donc eux, ils veulent proposer ça. Mais je pense que les Chinois ont intérêt que le conflit dure, parce que les USA sont quand même fixés à l'Ouest, et tant qu'ils livrent du matériel aux Ukrainiens et qu'ils sont impliqués au Moyen-Orient et dans ce conflit-là, c'est autant de choses en moins qui se passent en Extrême-Orient, c'est-à-dire dans la confrontation à venir, peut-être un jour, avec Taïwan ou ailleurs, en mer de Chine ou dans le Pacifique. Ils affaiblissent à la fois la Russie et les États-Unis. L'Ukraine est devenue, ça n'a pas toujours été le cas depuis le début de la guerre, l'Ukraine est devenue un élément central de la tension entre les États-Unis et la Chine, avec l'inclusion de la Corée du Nord, le jeu de la Chine, le conflit qui était présenté au début de la guerre par Trump comme c'est pas notre conflit, c'est pas notre histoire, nous on s'occupe de la Chine. Ce narratif n'a plus de raison d'être. Maintenant, l'Ukraine, s'il saigne la Russie en Ukraine, ça servira leurs propos contre la Chine. Vous pensez que c'est une guerre que peut ou va mener Donald Trump justement maintenant contre la Chine via l'Ukraine, ce qui pourrait permettre à l'Ukraine de bénéficier du soutien des États-Unis, ce qui est évidemment pas ce qui se profilait depuis quelques mois, en tout cas depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Oui, mais tout le monde disait cette guerre va s'arrêter parce que Trump va baisser le pouce et va arrêter de fournir à la fois l'aide militaire et le renseignement militaire dont l'Ukraine a absolument besoin. Et l'intuition de Trump, qui, d'un point de vue américain, pouvait se défendre, d'ailleurs, consistant à dire cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous, on s'en fout. Nous, on a un adversaire stratégique, qui est la Chine. Ça, c'est pas nouveau. Depuis Obama, c'est dit et affirmé par les administrations américaines. Et donc, ce qu'il faut, c'est arrêter cette guerre idiote et faire en sorte que la Russie se rapproche de nous contre la Chine, et tant pis pour l'Ukraine. Le problème, c'est que Poutine a refusé de s'inscrire dans cette démarche-là. Et malgré les coups de téléphone répétés, les initiatives diplomatiques des États-Unis, Poutine continue sa guerre. Et je pense que c'est l'intérêt de la Chine, parce que ça fait échouer cette volonté de découplage qui était celle de Donald Trump, consistant à essayer effectivement d'éloigner la Russie de la Chine. Ils ont en commun, je pense aussi, une détestation de ce leadership américain. C'est toute la raison d'être des BRICS
BRICS, c'est de créer un bloc alternatif au bloc occidental dominé par les États-Unis, avec le narratif légitime d'ailleurs d'être le camp des démocraties et de l'ordre international. Est-ce que la Russie peut continuer à mener cette guerre sans la Chine ? On sait qu'elle est aussi aidée par l'Iran, par la Corée du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, sans la Chine, la Russie peut continuer à mener ce combat ? Ça sera plus compliqué parce qu'il y a aussi du commerce. Il y a des choses qui passent par la Chine, notamment en gaz, pétrole, etc. Donc ça sera sans doute plus compliqué, mais je ne suis pas persuadé que la Chine aujourd'hui soit l'élément central. Je pense que aujourd'hui, si la Corée du Nord arrêtait de fournir de l'armement, ça serait compliqué pour les Russes. L'Iran, pas trop, parce que maintenant les Shahed sont fabriqués sur leur territoire. Donc ça complexifierait vraisemblablement l'action de la Russie, mais la Russie, elle est quand même assise sur une mine d'or en ressources naturelles. C'est pas ça qui va la sécher du jour au lendemain et qui l'empêchera de continuer la guerre dans les années à venir, à mon sens. Alors on l'a évoqué, l'Iran et la Corée du Nord qui fournissent aussi la Chine, et parfois il s'agit, vous allez voir, de troc littéralement entre ces pays. Vous allez voir un chantier naval qui va apparaître sur votre écran. Il s'agit dans ce chantier de la construction d'un destroyer, ce que vous allez voir, un destroyer nord-coréen de 5000 tonnes développé avec l'aide de la Russie, et selon les Sud-Coréens, les voici ces images, eh bien ce serait une forme d'échange soldats contre navires. Est-ce que c'est plausible d'abord ? Oui, je pense que la Corée du Nord fournit beaucoup de munitions, de plusieurs millions d'obus, fournit des missiles et fournit des hommes, puisqu'il y a eu 12 000 hommes du côté de Koursk et qu'il prévoit d'en envoyer d'autres. Et je pense que, à l'inverse, il doit y avoir une aide technologique pour les aider à se mettre à niveau. Rappelons aussi que la Corée du Nord veut construire un sous-marin nucléaire et lanceur d'engins, et qu'elle a des ambitions également spatiales. Il paraît qu'ils ont envoyé au moins un satellite dans l'espace, donc ils sont très très demandeurs de technologie, et ça peut faire partie du deal, effectivement. Il y a une véritable alliance, pour le coup, entre la Russie et la Corée du Nord. C'était un choix stratégique qui a été fait par Vladimir Poutine il y a à peu près 1 an et demi. Il avait envoyé d'abord Shoigu, et puis il y est allé. Il faut savoir que pendant 25 ans, Poutine n'était jamais allé en Corée du Nord, qu'il méprisait totalement, et la Corée du Nord avait pour uniquement tort la Chine. Donc là, il a fait ce choix stratégique. Il a conclu une alliance et un accord de défense mutuelle. Donc oui, il y a les échanges qui viennent d'être évoqués par le général Richoux, plus les hommes qui ont été envoyés dans la région de Koursk. Et il est dit aujourd'hui qu'il pourrait y en avoir sur le terrain. Enfin, pas encore, mais qu'on pourrait en envoyer davantage sur le territoire ukrainien. Au passage, cela permet de mesurer l'engagement chinois auprès des Russes, parce que la relation Russie-Corée du Nord, qui est devenue extrêmement active et qui du côté russe correspond à des livraisons d'aide spatiale, c'est-à-dire d'aide aux véhicules nucléaires, eh bien ça irrite certainement profondément les Chinois. Or, ils ne disent pas grand-chose. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que tout cela se fait avec l'aval ou l'accord de la Chine ? Ils peuvent difficilement s'y opposer parce que les relations qu'ils ont avec la Corée du Nord n'ont jamais été simples. Enfin, la Chine a eu un contrôle de Kim Il-sung et puis de Kim Jong-il. C'est beaucoup plus difficile avec Kim Jong-un qui est plus incontrôlable. Et donc je pense qu'ils n'ont pas une totale marge de manœuvre et une influence complète. Et si effectivement Kim Jong-un peut jouer sur les deux tableaux et s'appuyer aussi sur la Russie, il ne va pas s'empêcher de le faire. Vous parliez des missiles. Cette coopération entre la Corée du Nord et la Russie, elle peut aller jusqu'où ? Est-ce qu'elle peut aller jusqu'au nucléaire ? Est-ce que ces deux pays peuvent collaborer en la matière ? Les technologies spatiales, c'est un nom de code pour les lanceurs de missiles nucléaires. Ça, c'est évident. Il y a eu plusieurs échecs de lancement effectivement de vecteurs nucléaires de la Corée du Nord, et on se souvient que l'une des premières rencontres pour préparer l'alliance militaire dont parlait Sylvie Berman à l'instant, elle s'est faite dans un centre spatial russe qui était complètement à l'est du pays. Alors en plus ça a arrangé les deux parce que ça leur permettait de se retrouver assez facilement. Ils n'aiment pas beaucoup l'avion, ni l'un ni l'autre, donc ils étaient venus en train, et là on la voit, la complémentarité. La Russie est
une puissance spatiale depuis toujours, hein, depuis Soyouz. Et qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque d'abord effectivement des munitions de base et comme des obus, et puis il lui manque des hommes. Et la Corée du Nord, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de gigantesque caserne à ciel ouvert. Je crois que les Coréens du Nord ont un service militaire qui dure 10 ans, je crois. 10 ans. Donc ils parlent peut-être pas bien le russe, ce qui ne doit pas faciliter les manœuvres, mais ils sont quand même supposés être aguerris. Ça, c'est un atout. Il y a un échange à faire évident.